À partir de ce cadrage entre le sidit théologico-politique, la dimension théologico-politique, la dimension du technique administratif ou techno-économique, je crois que c'est la dimension ambiante dans laquelle on risque toujours de plonger, qui, en fait, ne donne pas la possibilité de décoïncider. Alors, justement, quelques repères. M. Livonnet citait ce matin Carl Schmitt, qui a donné les coordonnées essentielles pour penser ce qui nomme le théologico-politique, das théologico-politisch. C'est en neutre, donc une sorte de substantiation de l'adjectif. Pour Schmitt, tout le vocabulaire de l'État moderne, tous les concepts les plus prégnants de la doctrine de l'État sont concepts de la théologie qui se sont sécularisés. Mais alors, il faut dire que, par contre, si dans l'époque moderne et surtout peut-être dans l'époque du Moyen-Âge, on avait une possibilité de décoïncider, même si l'Église, l'institution chrétienne, s'était déjà figée par rapport à la grande coïncidence du Christ, du début du christianisme. La notion de potestas, la vraie puissance qui vient de l'eau, et la notion de auctoritas, l'autorité de l'empire, des royaumes, montraient un écart d'entre eux. Et donc, dans cette dimension, il y avait l'espace pour une médiation. Il y avait un écart. On pouvait montrer comme tout n'était pas déjà figé, bloqué. Il y avait aussi une sorte de représentation de l'autre et la transcendance dont on a entendu parler il y a quelques instants était toujours la possibilité de projeter, de se projeter l'avenir, l'eschatologie, l'Apocalypse aussi. C'était une sorte de possibilité donnée à l'homme, aux hommes, pour montrer qu'il n'avait pas une sorte de blocage éternel, de blocage sans issue. La transition que je lis, que je cherche de lire, de la modernité à notre temps, ce serait plus peut-être une époque. Époque, c'est un terme que dérive du grec époké. C'est une sorte de suspension. Mais le temps de la contemporanéité ne montre pas une sorte de suspension temporelle, de possibilité d'articulation par rapport à autres époques. Donc, il y a une sorte de platitude, de continuelle forme de crise, une sorte de crise permanente. C'est un oxymore parce qu'une crise, en grec, crisis, n'implique pas la permanence. C'est une sorte de basculement, de mouvement, parfois rapide, parfois non, mais ça implique une différenciation. La dimension oxymorique de notre temps, je crois, implique une sorte de blocage, une sorte d'orientation dans laquelle le technico-économique se présente comme la seule possibilité de fonctionnement des choses. Voilà la coïncidence. Dans la sagesse de l'Antiquité, dans la sagesse du Moyen-Âge, on pourrait dire que le commun ne résulte pas de la somme des intérêts particuliers, singuliers, mais il provient de l'eau. Maintenant, je crois qu'il y a une impossibilité de surmonter un plan absolument horizontal de relations, des conflits et des intérêts. Il y a une sorte de monothéisme ou de monocratie de l'économie. Et le politique
ne réussit pas à surmonter la dimension de l'économie. Donc, cette sorte de continuelle réitération, reproposition de l'économie qui a le seul intérêt de se reproduire soi-même. Ça, c'est la raison pour laquelle je crois que la notion de décoïncidence, de flexibilité, nous aide pour faire un décalage, pour nous débloquer, pour voir soit la continuité de la dimension d'une théologie subreptice, d'une théologie qui... donc, j'emploie le terme théologie d'une façon pas vraiment positive, mais ça ne veut pas dire que la théologie n'a pas produit de concepts de ressources intéressantes. Mais je dis que l'économie que maintenant veut à l'illusion de s'écarter de la monocratie est toujours figée dans l'idée qu'il y a un son, le son absolu. Maintenant, le son n'est pas projeté, n'est pas écarté, ne montre pas une distance, est toujours dans une platitude de l'immanence, de sa reproposition. Alors, j'emploie le terme de flexibilité parce que, en pratiquant le judo, j'ai aussi essayé de voir les ressources du caractère chinois rou, en japonais ju ou yawara, que ça veut dire en fait flexible, souple. Il y a toujours cette sorte de mystique des arts martiaux en Extrême-Orient parce que la souplesse remporte sur la rigidité. Mais en fait, ce n'est pas très loin de ce que je veux dire. Je voudrais jouer avec ce couple la flexibilité du yawara japonais et la notion grecque de métis et de phronésis. Il y a deux notions qu'on peut traduire comme ruse, généralement. Métis, c'est l'intelligence qui se plonge dans la contingence, qui ne modélise pas, mais c'est suivre la dimension du kairos, le temps opportun. Et phronésis, généralement est traduit par sagesse, mais qui en fait a à faire aussi avec une dimension physique, pas seulement cérébrale. Phrenes en grec, ça serait le poumon, la dimension de la respiration. Donc, on ne pense pas seulement en modélisant, en projetant avec le logos, on pense aussi avec notre corps. C'est un art, je voudrais dire aussi, cybernétique. Mais il faut qu'on se libère de la notion de cybernétique, de l'informatique. Parce qu'en général, quand on pense à la cybernétique, on pense au système de feedback, de l'autorégulation, donc quelque chose de très strictement technique. Mais en fait, l'art du Kubernetes, en grec, c'est le timonier, le banner, qui pose en accord son intention d'aller vers une direction avec le mouvement de vague. Donc voilà la métisse. Voilà Ulysse, le grand maître de la métisse dans la dimension de la mythologie grecque. Il faut se tenir en contact avec la réalité des choses, avec la présence. Hier soir, François Julien nous parlait de la présence qui est de l'ordre de l'événement, pas de l'ordre de l'être. L'événement de vague. Je dois, chaque instant, voir, me poser en accord avec ceux qui m'entourent. Donc, la raison flexible dans mon interprétation est la capacité de capter un champ de possibilités où nous sommes avec nos choix. Donc, c'est de l'ordre du choix. Il faut choisir, il faut se rendre compte de ce qui nous entoure. Et comme la mer n'est jamais fixe, la réalité est souple, il faut prendre chaque instant des décisions, de micro-décisions
faut pas seulement penser le grand choix qu'on fait quand on choisit de s'inscrire à philosophie plutôt qu'à physique ou quand on va se marier. Mais il y a de micro-décisions chaque jour, chaque semaine. Et après coup, on voit le dessin d'une existence. Alors, si on n'est pas capable de détecter les micro-événements de notre vie, le risque est de se faire porter, de rester figé dans la dimension ambiante, la dimension qui nous bloque, qui justement fait cadrage, tout le parerga, ce qui entoure une œuvre d'art, et qui donne aussi parfois une sorte de cage qui empêche de libérer de fortes énergies. Voilà la notion de style qui me semble très important pour vous qu'on la libère aussi de la notion de style subjectif, de l'expression d'un moi, qui parfois est à l'œuvre quand on parle d'un style artistique, d'un style d'écriture. Je voulais élaborer la notion de style justement en posant en vis-à-vis flexibilité, rigidité, platitude, densité. Parce que on pense toujours dans un style, en stylisant. Il n'y a pas de pensée neutre. Même le principe d'identité qui semble plus fixe et indisponible à la stylisation, je crois, est le reflet d'un style particulier, qui peut être un bon style. Je ne veux pas dire que A égale cet A, c'est pas une bonne possibilité pour penser la réalité, mais n'est pas l'unique. Il y a aussi la possibilité de penser l'identité dans une dimension inclusive, dans une dimension oxymorique, en faisant basculer le fait, le disait Hegel dans la science de la logique, on peut aussi utiliser la notion chinoise de ji, au japonais soku, qui montre en même temps l'identité et la discontinuité. Voilà la décoïncidence. Si je devrais citer un texte, deux textes littéraires, je me souviens de Shakespeare, qui dans l'Othello, le premier acte de l'Othello, écrit cet Othello qui parle « I am not what I am ». Je ne suis pas ce que je suis. Voilà, l'identité divise, l'identité qui ne se reconnaît pas dans une sorte de bloc étroit. Ou, c'est toujours Shakespeare, dans la 12e nuit, The 12th Night, qui écrit, j'essaie de dire la citation correcte, je ne trouve pas. Ouais, je cite par cœur. We do not owe to ourselves. On n'appartient pas à nous-mêmes. Donc, c'est la littérature qui donne à la philosophie la possibilité d'interpréter une identité qui ne soit pas seulement rigide. Voilà la flexibilité. Et c'est aussi Freud ce que nous a montré, qu'on a toujours une sorte d'écart, de fissuration à l'intérieur de soi-même. Peut-être aussi en lisant des cartes d'une façon intelligente, on voit la fissuration à l'intérieur du cogito. Mais c'est autre chose, je ne vais pas élargir trop. Mais alors, un autre texte littéraire, du côté de Chez Swann, de Marcel Proust, le premier grand livre de la recherche, on voit une description de fresques de Giotto à Padoue, Vizi et Virtù, dans la chapelle de Scrovegni. Et Proust nous dit
qu'il a, en particulier, il est attiré par la figuration de la charité, qui tout semble moins que quelque chose de charitable, d'affectueux, de gentil. Alors, je ne lis pas tout la citation, mais Proust écrit c'est sans qu'aucune pensée de charité semble avoir jamais pu être exprimée par son visage énergique et vulgaire. Voilà la charité de Giotto qui est en train de cueillir des fruits qui n'est pas belle, n'a pas de beauté dans ce visage. Et c'est ça qui provoque une sorte d'étonnement chez Proust. C'est ça on pourrait dire, provoque des coïncidences dans nos attentes. Parce qu'il continue, peut-être cette non-participation, du moins apparente, de l'âme d'un être à la vertu qui agit par lui, a aussi, en dehors de sa valeur esthétique, une réalité sinon psychologique, au moins, comme on dit, physiognomonique. Et, fin de la citation, aucune crainte de la heurter, qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté. Si on peint une charité belle, douce, comme la Joconde, ça n'a pas effet comme si on la peignait un peu antipathique, en dehors de nos attentes de beauté. Voilà, c'est comme si Proust voyait une charité en dehors de la fixation de la beauté. Selon Proust, Giotto incarne la charité en ne participant pas de cette même vertu qui agit en elle, et alors il peut faire agir cette charité. Il y a quelque chose qui se dégage en dehors de l'attente. Alors, c'est ça que je dis, que je veux dire quand je parle de densité et d'articulation. La raison flexible montre qu'il y a une articulation qui n'est pas seulement, et ça c'est le fameux exemple de Wittgenstein, la possibilité de voir l'oiseau, le lapin dans la même image, mais ça, c'est une identité rigide, c'est encore rigide. C'est un bon exemple pour dire ce que Wittgenstein veut dire, sehen als, voir comme, en tant que. Bon, mais voilà une articulation plus dense. Je prends cet exemple, la chapelle à Houston avec le tableau de Mark Rothko. On ne voit rien. On pourrait dire la grande image est aniconique, sans forme. La grande image est dense, mais requiert une articulation. La flexibilité de la raison nous montre qu'il faut penser toujours en se plongeant dans la possibilité d'une stylisation, modélisée, mais non projetant, en projetant de la manière du logos, en se inclinant. C'est une sorte de clinamen, montrer la déviation, montrer qu'il y a des modalités de pensée. C'est ça qu'on oublie quand on parle ou on pense seulement dans une langue. La englobalisation de nos temps montre qu'on perd de densité, on perd de possibilités à articuler le monde et la pensée, si l'on pense seulement dans une langue, dans un style, le style de la rigidité, de la logique seulement formelle. C'est une possibilité. Ce n'est pas la seule. Donc, je ne veux pas démoniser, je ne veux pas déqualifier la logique formelle, mais je voudrais montrer que c'est une des possibilités pour la pensée des hommes. Et alors, la philosophie se trouve impliquée parce que peut-être la philosophie a toujours rêvé la possibilité de penser sans style.
la pensée pure, la pensée de l'universel, qui se pose au-dessus des langues naturelles, au-dessus des contingences. Mais si on pense le style en tant qu'articulation du monde, alors on peut lire aussi différemment, d'une façon qui ne soit pas aplatissante, la fameuse citation de Nietzsche: il n'y a pas de fait, il y a toujours des interprétations. Mais interprétation ne veut pas dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut dire, qu'il n'y a pas de réalité à se confronter avec. Mais ça veut dire qu'on articule toujours la pensée et le monde, que toujours on est dans une langue, on est dans la densité de la possibilité du réel. Donc, densité, ça veut dire complexité du son. Ça veut dire qu'il faut toujours voir de différentes positions, de différentes apparitions, parce que l'être, apparaître, et l'apparition n'est pas l'apparence. C'est la manifestation qui est toujours à détecter, à capter, qui requiert notre propre intervention. Il n'y a pas de signification abstraite, absolue. La signification est toujours articulée, stylisée. Elle s'exprime avec un style. Alors, d'une part, on voit la perte des densités, la rigidité, la monocratie de l'économie, de la technique. Ce n'est pas l'économie comme la possibilité de gérer la maison, donc la signification étymologique, la oikos, économie et écologie, par exemple, sont apparentées, mais la dimension seulement technique fait nous perdre la densité. La neutralité du numérique nous fait perdre aussi la possibilité d'un pluralisme stylistique et donc fait perdre la fécondité de la pluralité. La flexibilité est au contraire une capacité d'inclusion, de compréhension, aussi comprendre, tenir ensemble, une constitution co-instituerait, une sorte de appel à la communauté qui se forme ensemble, même s'il n'y a pas une origine figée, déterminée auparavant, même s'il n'y a pas un but destiné. Parce qu'il faut continuer à rechercher ensemble. Le sujet flexible est un sujet divisé, un sujet débordé de soi-même, qui décoïncide de soi-même. Mais c'est ça la possibilité de, comme dirait François Julien, d'exister, de sortir de soi, de voir un autre. C'est aussi le destin le plus heureux d'un élève par rapport à ses maîtres, de voir quelque chose, je ne veux pas dire en plus, mais de différent, s'écarter. C'est ça le grand présent qu'on peut faire en tant qu'élève à ses maîtres. Ne pas répéter seulement ce que les maîtres ont dit, mais pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Et donc aussi parfois s'écarter. Voilà, la capacité d'inclusion, de compréhension, c'est une logique de flexibilité, de décoïncidence. Et les sujets divisés, c'est-à-dire internement articulés, débordent et est féconde. Parce que fécondité, ça signifie aussi déborder. Donner une vie, ça ne va pas dire seulement devenir père ou mère, mais ça veut dire aussi donner la possibilité à d'autres de découvrir soi-même, la fécondité culturelle. Et donner la possibilité de rester fidèle à soi-même. Se découvrir, c'est aussi se déborder. Alors, je voudrais poser ce problème, le problème d'un pluralisme logique qui me semble parfois sous couvert. Il n'y a pas vraiment, je dois dire, en Italie en particulier, dans ce moment-là,
Il n'y a pas la possibilité de parler de articulation de style parce que le débat est un peu figé dans la dimension seulement analytique d'une philosophie qui veut parler anglais pour une commodité de communication. Mais communiquer, c'est pas penser, c'est pas la même chose. Une pensée doit se communiquer, mais ne peut pas se réduire à la communication. Et alors, en proposant un pluralisme logique, je voudrais aussi proposer une logique conjonctive, une logique qui, comme je disais, comprend mieux, qui articule, qui divise. Une logique qui ne privilégie pas la synthèse, qui est scissionnelle. Donc, je suis égal jusqu'à un certain point, jusqu'à la dimension de la tension contrastive, mais pas vers une synthèse finale. C'est ça, pour moi, une logique de la décoïncidence ou une logique de la flexibilité. Alors, comme c'est un peu tard, peut-être je m'arrête. J'avais une demi-page finale, mais je préfère laisser quelques minutes pour une articulation possible et je vous remercie pour votre attention.